Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Mon anatomie, loin d'être une simple enveloppe charnelle, se dresse telle une véritable forteresse de chair et d'os, une construction massive, brute, titanesque et imposante qui semble avoir été taillée à même la roche granitique, froide et inébranlable des montagnes scandinaves ancestrales plutôt que modelée avec la douceur, la souplesse, la rondeur et la grâce habituelle que l'on prête poétiquement à la nature féminine. C'est une architecture biologique singulière, puissante, intimidante. Hors norme qui n'a jamais été conçue, ni dans ses plans ni dans sa structure, par les lois capricieuses, mystérieuses et parfois cruellement injustes de la biologie pour abriter la délicatesse infinie et fragile d'une vie naissante ou pour accomplir le miracle ancestral, complexe, douloureux et périlleux de la reproduction humaine, et c'est cette vérité inaliénable, douloureuse, intime et scientifiquement prouvée qu'Astrid avait tenu, avec une détermination farouche, à exposer avec une clarté impitoyable, une transparence totale, absolue et une honnêteté brutale à Dan McKenna bien avant qu'il ne songe, ne serait-ce qu'un instant fugace ou dans un rêve lointain, à unir leur destinée par les liens sacrés, éternels, juridiques et contraignants du mariage dans cette petite église en bois, poussiéreuse et battue par les vents, perdue au milieu des plaines du Montana. Elle ne s'était pas contentée, dans sa rigueur nordique, de simples avertissements verbaux, de mises en garde timides murmurées au coin du feu ou d'allusions voilées qui auraient pu être balayées d'un revers de main par l'optimisme aveugle, naïf et arrogant des débuts amoureux ou mal interprétés comme de la fausse modestie féminine ou de la coquetterie, mais elle avait étalé sous ses yeux, sur la table en bois brut de la cuisine marquée par les années de labeur, les coups de couteau et les cicatrices du temps, les documents médicaux froids, cliniques, détaillés, tamponnés et irréfutables qu'elle avait conservés précieusement et douloureusement comme des preuves tangibles, accablantes et définitives de sa condamnation biologique et de son insuffisance fonctionnelle en tant que mère potentielle. 4 éminents médecins, des spécialistes réputés, sérieux et grisonnants, consultés à des intervalles différents dans des villes distinctes et ne se connaissant pas entre eux, avaient rendu un verdict identique, unanime, choral et sans appel, affirmant d'une seule voix autoritaire, grave, solennelle et dépassionnée que toute conception était hautement improbable, voire statistiquement nulle, dans son cas en raison de sa constitution physique singulière, de son bassin trop étroit et de son système hormonal atypique, et que la capacité de porter un enfant jusqu'à son terme naturel sans mettre sa propre vie en péril mortel relevait purement et simplement de l'impossible, une chimère dangereuse et suicidaire à ne pas poursuivre sous peine de mort certaine et violente pour la mère et l'enfant. Elle avait insisté lourdement, pesant chaque syllabe, le regardant droit dans les yeux avec une intensité farouche et pénétrante pour percer son âme et y déceler la moindre hésitation, le moindre doute, la moindre lueur d'incompréhension ou de déni, afin qu'il comprenne viscéralement, intellectuellement, émotionnellement et sans la moindre ambiguïté possible la nature exacte, restrictive, définitive et non négociable du contrat qu'il s'apprêtait à signer en l'épousant, lui précisant avec une fermeté inébranlable et une voix qui ne tremblait pas qu'elle pouvait travailler aussi dur qu'un homme dans les champs sous le soleil de plomb qui brûle la peau, qu'elle pouvait soulever des charges lourdes qui briseraient le dos d'une autre, qu'elle pouvait être une partenaire loyale, robuste, fidèle et infatigable pour gérer son exploitation difficile et isolée au milieu de nulle part, mais qu'elle ne pourrait jamais, au grand jamais, quelles que soient les circonstances ou les prières, lui offrir la descendance, les fils héritiers pour reprendre la terre et les filles pour adoucir la maison, dont rêvent la plupart des hommes pour perpétuer leur nom, leur sang et leur héritage, et que si fonder une famille était une nécessité absolue, vitale et non négociable pour son cœur, son bonheur futur ou son orgueil masculin, il devait alors tourner les talons immédiatement, sans regret, sans remords ni hésitation, et chercher une autre épouse, une femme au corps plus tendre, plus accueillant, plus souple et conforme aux attentes biologiques traditionnelles de la maternité et de la féminité. Dan, à cet instant précis, suspendu et crucial de leur histoire commune, n'avait pas scié, il n'avait pas détourné le regard, il avait soutenu son regard inquisiteur et bleu acier sans la moindre hésitation et lui avait assuré avec une conviction qui semblait alors inébranlable, sincère, profonde et rassurante qu'il n'avait nul besoin d'enfant pour combler son existence déjà marquée par le deuil, la perte, la douleur et la solitude, qu'il avait avant tout besoin d'aide, d'un bras fort, d'un soutien moral, d'une présence et d'un esprit clair, pour empêcher ce ranch immense, exigeant et dévorant de sombrer dans la ruine totale, la faillite et l'oubli, et que sa présence laborieuse, solide, fiable et silencieuse à ses côtés lui suffisait amplement pour envisager l'avenir avec un semblant d'espoir, de stabilité et de paix intérieure. Astrid, sans doute par une forme de naïveté touchante née de la solitude prolongée ou parce qu'elle avait désespérément, viscéralement besoin de croire en cette promesse de sécurité, d'acceptation inconditionnelle et de foyer qu'elle n'avait jamais connu dans son errance d'immigrée, l'avait cru sur parole, elle avait bu ses mots comme une assoiffée, elle avait accepté de lier son sort au sien, l'épousant sans fastes inutiles,
sans robe blanche ni faite, et travaillant à ses côtés dans la poussière, la boue, le froid et la sueur pendant 2 mois entiers sans que le moindre nuage, le moindre malentendu ne vienne assombrir leur entente pragmatique, respectueuse, efficace et presque amicale, bâtissant jour après jour une routine rassurante et productive. Puis vint cette nuit maudite, une nuit sombre et orageuse où le vent hurlait comme une bête blessée et enragée dans les plaines sombres et infinies du Montana, secouant les fenêtres de la ferme isolée avec une violence inouïe, faisant craquer la charpente comme des os qui se brisent, où il se présenta à la porte de sa chambre, l'haleine lourdement, impudiquement chargée des vapeurs âcres et révélatrices d'un whisky bon marché et les yeux noyés, submergé dans un chagrin abyssal, terrifiant. Liquide et insondable, car c'était l'anniversaire douloureux, sacré et hanté de la mort tragique de sa première femme, Sarah, un fantôme qui ne quittait jamais vraiment les lieux et qui semblait plus présent, plus oppressant que jamais cette nuit-là. Il lui avait avoué d'une voix brisée, rauque, presque enfantine dans sa détresse nue et sa vulnérabilité désarmante, qu'il ne voulait simplement pas, qu'il ne pouvait pas rester seul face à ses fantômes, à ses regrets amers, à ses remords et à ses souvenirs torturants cette nuit-là, cherchant une présence humaine chaude, vivante et palpable pour repousser les ténèbres glaciales et mortelles de la solitude qui menaçait de l'engloutir tout entier dans la folie. Bien qu'elle eût hésité longuement, la main sur la poignée de la porte, sentant instinctivement, comme une proie face au prédateur, le danger insidieux et rampant de cette proximité soudaine et imprévue qui violait leur accord tacite et sacré, il avait insisté avec une logique désespérée, circulaire et manipulatrice en arguant que rien de fâcheux, aucune conséquence durable ne pourrait en résulter puisque la science elle-même, ces fameux médecins savants qu'elle citait toujours comme une évangile irréfutable, avait garanti l'impossibilité absolue, totale et définitive de toute conséquence reproductive ou de toute conception miraculeuse. Elle avait fini par céder, abaissant ses gardes, ses barrières et ses défenses pour le laisser entrer dans son sanctuaire et chercher un peu de réconfort, un peu d'oubli passager, dans la chaleur rassurante, solide et maternelle de son corps, se répétant intérieurement, encore et encore, comme un mantra protecteur et une prière laïque, qu'elle ne risquait rien, absolument rien, car les experts l'avaient certifié noir sur blanc et qu'elle était en sécurité derrière ce rempart médical et scientifique. Cependant, 3 mois plus tard, la réalité biologique implacable, silencieuse et sournoise l'avait rattrapée avec une violence inouïe, balayant les certitudes, et elle se tenait là, debout, digne et majestueuse au milieu de la cour du ranch battue par les vents secs, brûlants et poussiéreux, le ventre visiblement, indéniablement et scandaleusement arrondi par une grossesse qui défiait toutes les probabilités statistiques, logiques et médicales, observant cet homme qui avait été son partenaire de confiance trébucher lamentablement, pitoyablement sur des excuses pathétiques, fragmentées, bégayées et incohérentes face à l'évidence aveuglante de sa faute. Elle lui rappelait avec une précision chirurgicale, chaque mot pesé, aiguisé et coupant comme du verre brisé ou un scalpel, et une colère froide, glaciale qui masquait une terreur dévorante et panique, qu'il savait pertinemment, au fond de sa conscience, que le docteur avait parlé d'improbabilité et non d'impossibilité absolue, théologique et totale, et que cette nuance sémantique, ce petit écart de langage qu'il avait choisi d'ignorer, d'oublier ou de minimiser pour son propre confort égoïste et immédiat, faisait toute la différence entre la vie et la mort, entre la sécurité et le péril mortel, entre l'avenir et le néant. Elle l'accusa, sa voix vibrant d'une indignation justifiée, d'une rage sacrée et d'une peur viscérale qui lui tordait les entrailles, d'avoir pris ce risque infime, aussi microscopique, aussi invisible soit-il, simplement parce qu'il avait besoin d'une consolation immédiate, d'une étreinte, pour apaiser sa propre douleur égoïste et narcissique et qu'elle était là, disponible, présente, une solution pratique, commode et silencieuse à son chagrin momentané, un objet de réconfort chaud plutôt qu'une personne vivante à protéger et à respecter. Lorsque Dan jura, la main sur le cœur, les yeux humides et le visage déconfit par la honte et la réalisation de l'horreur, qu'il n'avait pas réfléchi aux conséquences, qu'il avait agi par instinct pur, par besoin animal et sans malice calculée, elle s'avança vers lui, menaçante, utilisant chaque centimètre de sa stature impressionnante, de sa grandeur physique pour le dominer de toute sa hauteur et l'écraser sous le poids écrasant de sa responsabilité, rétorquant avec fureur que c'était précisément là, exactement là, le cœur du problème, la racine du mal, son absence totale, criminelle et impardonnable de réflexion au moment crucial où il aurait dû la protéger, veiller sur elle, plutôt que de l'utiliser pour ses propres besoins émotionnels. Elle lui lança au visage, avec une fureur contenue qui faisait trembler sa voix pourtant si forte et posée d'habitude, qu'il avait joué avec son corps, avec son existence, comme un joueur de poker invétéré, ivre et désespéré joue ses derniers jetons sur une table crasseuse de saloon, qu'il avait parié sa vie entière, son avenir et son souffle sur un coup de tête irresponsable d'un soir, et que c'était désormais à elle seule, et non à lui, de devoir survivre,
lutter et souffrir face à une épreuve physique, mentale et psychologique dont il était si sûr, dans son arrogance masculine et son ignorance, qu'elle n'arriverait jamais. Dan, le visage blême, livide, vidé de son sang et ravagé par la culpabilité qui le rongeait soudainement comme un acide puissant, tordait son chapeau de feutre usé et sale entre ses mains calleuses et tremblantes comme s'il essayait d'essorer un chiffon trempé de sueur, de larmes ou de sang, tandis que le soleil de midi, ou, zénithal, aveuglant et impitoyable, écrasait la cour de sa chaleur brûlante et suffocante, faisant danser des tourbillons de poussière ocre et sèche sur la terre aridée. Craquelés, témoins silencieux, muets et indifférents de leur confrontation dramatique et de la tragédie qui se nouait. Il murmura faiblement, d'une voix éteinte, presque pour lui-même, une excuse dérisoire, vaine et pathétique, affirmant qu'il n'avait pas eu l'impression de jouer avec le destin, qu'il avait cru aux diagnostics médicaux, à la science, avec la même ferveur naïve, la même innocence et la même confiance aveugle qu'elle avait eue, qu'il s'était laissé bercer par l'illusion de la sécurité. La voix d'Astrid, tombant alors dans un registre grave, sépulcral, froid, dangereux et menaçant comme l'acier d'une lame fraîchement aiguisée prête à frapper, souligna la différence fondamentale, morale, éthique et impardonnable entre eux. Elle n'était pas celle qui avait initié ce rapprochement fatal, elle n'avait rien demandé, c'était lui, et lui seul, qui était venu la trouver dans l'intimité sanctuaire et privée de sa chambre, forçant presque la porte de son espace personnel et de sa solitude, lui qui l'avait persuadé, manipulé avec des mots doux, triste et rassurant que tout était sans danger, et lui qui avait utilisé sa condition médicale, cette anomalie physique, cette malédiction qui la faisait souffrir et douter d'elle-même depuis toujours, comme une justification perverse, tordue et opportuniste pour prendre ce qu'il désirait sur le moment sans penser au lendemain, sans penser au prix à payer. Il ouvrit la bouche pour tenter de se défendre, pour articuler une réponse, une explication ou une justification, mais la referma aussitôt, cherchant ses mots dans un vide absolu et vertigineux, avant de tenter maladroitement, gauchement de dire qu'il pensait que c'était un désir partagé, une communion de solitude et de peine, mais Astrid le coupa net, tranchante comme un rasoir, impitoyable, en affirmant que ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait toujours voulu depuis le premier jour, depuis la première minute de leur rencontre, c'était honorer leur accord initial, leur pacte de travail et rien de plus, rien d'autre. Sa main se posa instinctivement, protectrice et effrayée sur son ventre, sur ce gonflement dur, étranger, parasite et indéniable qui était devenu impossible à dissimuler sous ses vêtements de travail amples, usés et tachés, et elle lui confia avec une vulnérabilité soudaine, déchirante et inattendue qui contrastait violemment avec sa force habituelle et son armure de froideur que ce qu'elle désirait par-dessus tout, plus que l'argent, plus que l'amour, c'était se sentir en sécurité pour la toute première fois de son existence tourmentée, errante, jugée et solitaire, une sécurité physique et émotionnelle qu'il venait de détruire, de piétiner et d'anéantir en une nuit. Elle lui demanda, les yeux brillants d'une émotion intense, d'une tristesse infinie qu'elle refusait de laisser couler sous forme de larmes pour ne pas lui donner satisfaction ni montrer sa faiblesse, s'il avait la moindre idée, la plus petite conception, l'imagination suffisante pour comprendre ce que l'on ressentait quand on s'entendait dire depuis l'enfance, par sa famille, par ses pères, par les médecins, par les prêtres, par la société entière, que son corps était une erreur de la nature. Un brouillon raté, une abomination, qu'il était trop massif, trop viril, trop grand, trop grotesque, et qu'il n'était pas conçu, pas fini, pour accomplir les miracles simples, banals et naturels que le corps des femmes est censé réaliser sans effort et avec grâce. Elle ne pleurait pas, refusant par fierté, par dignité et par habitude de lui accorder le spectacle de son effondrement intérieur et de son désespoir, mais sa voix tremblait d'une rage millénaire, accumulée et volcanique lorsqu'elle raconta, pour la première fois peut-être, qu'elle avait fui la Suède, son pays natal, traversant un océan immense, dangereux et hostile, pour venir en Amérique, terre de promesses, parce qu'elle n'y avait plus rien, ni famille aimante, ni foyer, ni perspective d'avenir, seulement des médecins froids et distants qui la condamnaient à la stérilité et à la solitude, et des hommes cruels, moqueurs qui la jugeaient insuffisante, défectueuse et indésirable en tant que femme. Elle lui rappela cruellement, appuyant là où ça fait mal avec une précision délibérée et vengeresse, qu'il lui avait offert une alternative, un espoir, une porte de sortie, un partenariat fondé sur le respect mutuel, le travail et la sécurité physique, et que s'il lui possédait encore ces choses aujourd'hui, s'il avait encore son ranch et sa santé, elle, en revanche, les avait définitivement, totalement, tragiquement et irrévocablement perdus, laissant les mots exploser hors d'elle comme un barrage qui cède sous la pression insoutenable et dévastatrice des eaux tumultueuses de sa peur et de sa colère. Elle lui hurla presque, la voix brisée, éraillée par l'émotion, qu'elle n'avait plus aucune sécurité désormais, qu'elle vivait avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête,
qu'elle était en danger de mort imminent à chaque instant, à chaque battement de cœur, lui demandant s'il comprenait réellement, psychologiquement, anatomiquement et concrètement, ce que cette grossesse impliquait pour une anatomie défaillante, rigide et atypique comme la sienne, décrivant avec des mots crus son bassin trop étroit, ses os trop durs et ses hormones déréglées. Elle rappela avec une lucidité effrayante et clinique que les médecins avaient jugé la conception improbable non pas par hasard ou par devinette, mais à cause de l'étroitesse pathologique, structurelle et osseuse de ses hanches qui ne s'ouvriraient pas, de ses os hormonaux défaillants et d'un système reproducteur tout entier qui n'était pas conçu, ni équipé, ni préparé pour porter, nourrir, abriter et expulser la vie sans se briser et la briser. Sa respiration s'accéléra, saccadée, sifflante, paniquée et douloureuse, la peur panique, l'angoisse de mort qu'elle avait refoulée et compressée au fond de ses entrailles pendant des semaines de silence brisant enfin la digue de sa colère de façade et de son stoïcisme. Elle lui exposa la réalité crue, sanglante, inévitable et terrifiante de son avenir immédiat, sans phare ni mensonge, si la chance, par un miracle improbable, capricieux et divin, était de son côté, le bébé serait suffisamment petit, frêle et chétif pour qu'elle puisse survivre au traumatisme physique violent, à la déchirure de l'accouchement, mais si la malchance, statistiquement, logiquement et médicalement plus probable, s'en mêlait, elle mourrait, elle agoniserait exactement comme ça. Première épouse Sarah était morte, dans un lit taché de sang, de sueur et de douleur, hurlant sa vie, et il se retrouverait à l'enterrer, lui, le veuf éternel, sur cette même colline venteuse, froide et désolée en se rassurant lâchement, hypocritement avec l'idée mensongère que ce n'était pas sa faute puisque les médecins avaient dit que cela n'arriverait pas. Le visage de Dan s'effondra littéralement, se décomposa sous le poids insoutenable de cette image morbide, réaliste et prophétique, ses traits se tordant en un masque de horreur pure et de dégoût de soi, et il la supplia, les mains jointes, de ne pas prononcer ces mots maudits, de ne pas invoquer le malheur, de ne même pas envisager cette issue fatale dans son esprit tourmenté. Mais elle émit un rire amer, brisé, sans joie, sec et presque dément, un rire qui faisait mal à entendre, lui demandant pourquoi elle devrait se taire, pourquoi elle devrait mentir alors que c'était la vérité nue, inévitable, biologique et scientifique qui les attendait tous les deux au bout du chemin. Elle lui asséna, comme un verdict final, qu'il avait pris un risque calculé avec sa vie à elle, sans son consentement éclairé, en jouant à la roulette russe avec son existence pour un moment de plaisir, et qu'ils étaient maintenant condamnés tous les deux à vivre, jour après jour, heure après heure, minute après minute, avec les conséquences lourdes, pesantes et irréversibles de son acte irréfléchi, à l'exception près, ironique et terrifiante, que si les choses tournaient mal, une seule personne finirait véritablement 6 pieds sous terre dans une boîte en pain clouée à la hâte, et ce ne serait pas lui, le survivant éternel, celui qui reste. Un silence lourd, épais, suffocant, matériel et chargé d'électricité statique s'abattit entre eux comme une chape de plomb, seulement percée par le cri lointain, perçant et solitaire d'un faucon dans l'azur immense et le mugissement indifférent, paisible du bétail au loin, le ranch poursuivant son rythme imperturbable, cyclique et naturel, totalement indifférent au drame humain minuscule mais dévastateur qui se jouait dans la poussière de la cour entre deux êtres perdus. Dan finit par briser ce silence d'une voix qui n'était plus qu'un murmure rauque, tremblant et brisé, s'excusant profondément, sincèrement, admettant avec une défaite totale, une capitulation et une humilité nouvelle qu'elle avait raison sur toute la ligne, qu'il n'avait aucune défense, qu'il s'était menti à lui-même avec une force désespérée parce qu'il avait besoin de croire que c'était sans danger, qu'il était incapable d'affronter seul la solitude dévorante et les souvenirs obsédants de la mort de Sarah cette nuit-là. Il avoua, les yeux baissés, qu'il n'avait entendu que ce qu'il voulait entendre, filtrant la réalité pour apaiser sa conscience et justifier son désir d'oubli, et Astrid confirma qu'il l'avait fait et qu'il payait maintenant le prix de son égoïsme, tout comme elle payait le prix fort, le prix du sang, de sa confiance trahie. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers elle, elle y lut quelque chose qu'elle n'attendait pas et qui la déstabilisa profondément, arrêtant sa colère un instant, au-delà de la culpabilité évidente et de la peur, il y avait une horreur sincère, profonde et absolue face à ce qu'il avait provoqué, une prise de conscience brutale de sa propre monstruosité involontaire, et il lui demanda humblement, doucement, presque comme un enfant puni cherchant la rédemption auprès de sa mère, ce dont elle avait besoin de sa part à cet instant précis pour traverser cela, pour survivre. Cette question la désarçonna, la prit au dépourvu car elle s'était préparée mentalement, armée pour des excuses bidons, pour de la défensive, pour des justifications mesquines ou même pour de la colère en retour, mais elle ne s'attendait pas à cette capitulation totale face à sa fureur, à cette reconnaissance pleine, entière et sans réserve de sa responsabilité écrasante. Elle finit par lui dire, après un long moment de réflexion intense où elle pesa le pour et le contre, qu'elle avait besoin qu'il cesse de prétendre que c'était un accident du destin, une fatalité tombée du ciel ou la volonté de Dieu, mais qu'il admette une bonne fois pour toutes,
à voix haute, que c'était quelque chose qu'il avait fabriqué de toutes pièces par ses choix, par ses actions, et qu'il devait s'approprier cette faute sans chercher à la diluer ou à la partager. Dan, d'une voix devenue stable, claire et résolue, empreinte d'une solennité nouvelle et grave, déclara qu'il assumait tout, absolument tout, chaque part de responsabilité, que c'était sa faute exclusive, son choix malheureux, son échec lamentable à penser au-delà de son propre désir égoïste de l'instant. Il promit solennellement, comme on prête serment, que peu importe ce qui arriverait dans les mois à venir, il serait là, présent à chaque seconde, non pas pour essayer de réparer l'irréparable car certains actes ne s'effacent pas et le temps ne revient pas en arrière, mais parce qu'elle ne devrait plus jamais, au grand jamais, avoir à affronter cette épreuve seule et isolée dans sa peur. Astrid aurait voulu rester en colère, car la rage était une armure efficace, brûlante, solide et protectrice contre la terreur glacée qui la rongeait les entrailles, mais la sincérité palpable, brute et désarmée de ses paroles créa une brèche, une fissure dans sa défense et elle chuchota, la voix brisée, tremblante et redevenant petite, qu'elle était terrifiée, que chaque jour la peur grandissait en elle comme une tumeur maligne, noire et envahissante parce que son corps accomplissait une chose interdite par sa propre nature, par sa propre architecture, et qu'elle ignorait s'il pourrait achever ce qu'il avait commencé sans se détruire, sans exploser et l'emporter avec lui dans la tombe. Dan tenta de dire qu'il savait, qu'il comprenait, mais elle l'interrompit brusquement, avec véhémence et violence, en lui demandant s'il savait vraiment, s'il pouvait concevoir intellectuellement, physiquement et charnellement ce que c'était de sentir son corps se transformer, se déformer d'une manière qui pouvait vous tuer, de sentir quelque chose grandir en soi, une vie parasite, étrangère et aimée à la fois, qui pourrait être la dernière chose que l'on ressentirait jamais avant le néant éternel et le froid de la mort. Il secoua la tête avec gravité, les larmes aux yeux, et admit que non, il ne savait pas, il ne pourrait jamais savoir ce ressenti intime et féminin, mais qu'il avait regardé Sarah traverser cela, qu'il l'avait vu avoir de plus en plus peur chaque jour, impuissant spectateur face à l'inéluctable dégradation de son état, et sa voix se brisa, s'étrangla lorsqu'il avoua qu'il avait juré sur sa propre vie, sur son âme et sur la mémoire de sa défunte épouse de ne jamais infliger cela à une autre femme, pour finalement faire exactement, précisément, cruellement et stupidement ce qu'il avait promis d'éviter à tout prix. L'aveu resta suspendu dans l'air chaud, vibrant et lourd du Montana, chargé de conséquences irréversibles, et Astrid demanda ce qu'ils allaient faire maintenant que lui se sentait coupable et elle terrifiée, refusant l'idée simpliste que ses sentiments partagés puissent suffire à les sauver ou à changer la réalité biologique de sa condition. Dan la regarda droit dans les yeux, avec une détermination nouvelle, farouche et désespérée, et décréta qu'il ferait tout ce qui était humainement, financièrement et matériellement possible pour la garder en vie, qu'il vendrait tout s'il le fallait, qu'il l'emmènerait voir tous les médecins à 100 miles à la ronde, qu'il remuerait ciel et terre pour trouver le moyen de traverser cela, qu'il ne la quitterait pas d'une semelle, qu'il veillerait sur elle jour et nuit comme une sentinelle fidèle et ne la laisserait plus jamais s'épuiser au travail du ranch. Il reconnut humblement que cela ne réparait rien de ce qu'il avait fait, que le mal était fait et irréversible, mais que c'était l'offre, la seule et unique, qu'il pouvait lui faire pour tenter de racheter son âme damnée et sauver sa vie précieuse. Astrid scruta son visage à la recherche d'une trace de tromperie, de mensonge ou de manipulation habituelle chez les hommes qui promettent tout pour obtenir la paix, mais ne trouva qu'un remords authentique, une douleur vraie et une détermination farouche à faire mieux, même si mieux ne serait jamais suffisant pour effacer le danger mortel qui planait. Elle lui apprit alors lentement, pesant chaque mot comme s'il s'agissait de pierres précieuses ou de sentences, que le médecin le plus proche ayant une expertise reconnue, rare et spécifique dans les grossesses difficiles et à haut risque se trouvait à Billings, un voyage éprouvant, long et dangereux de 3 jours à cheval à travers des terres rudes, sauvages et impitoyables, et qu'il devait partir dès le lendemain à l'aube, sans délai, sans excuse, car le ranch pouvait attendre, ses bêtes pouvaient attendre, le monde pouvait s'écrouler, mais pas sa survie ni celle de l'enfant qui grandissait trop vite en elle. Elle aurait voulu discuter, prétendre par habitude, par réflexe et par fierté qu'elle pouvait encore tenir le coup et travailler quelques jours de plus, mais la vérité crue, physique et incontestable était qu'elle était à bout de force, la grossesse lui prenant plus d'énergie vitale qu'elle ne l'avait anticipé, la vampirisant, et la peur la dévorant de l'intérieur comme un acide corrosif. Elle accepta finalement, hochant la tête, et Dan, avant de se tourner vers la grange les épaules voûtées par le poids écrasant de ses actes, de sa culpabilité et de sa peur, lui répéta qu'il était plus désolé qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie, laissant Astrid seule au milieu de la cour avec l'enfant impossible qui bougeait en elle, se demandant avec un frisson glacé qui parcourait son échine si les excuses auraient un sens, une valeur quelconque si elle ne vivait pas assez longtemps pour les entendre à nouveau. La route vers Billings s'étira devant eux comme une punition interminable, un chemin de croix, un purgatoire de 3 jours de chevauchée brutale que le corps changeant, lourd,
maladroit et douloureux d'Astrid tolérait à peine, chaque pas du cheval, chaque mouvement de l'animal résonnant dans ses os fragilisés et son bassin comme un coup de marteau-piqueur. Dan avait proposé de prendre le chariot par souci de confort, pensant l'épargner des chocs directs, mais l'urgence dictait leur choix car le chariot, plus lent sur ses chemins accidentés, boueux et pierreux, aurait ajouté 2 jours de torture mentale supplémentaire, 2 jours de trop à vivre dans l'ignorance, la peur et le risque. Chaque secousse, chaque bosse sur le chemin caillouteux, chaque instant passé sur la selle était un rappel constant, physique et brutal de ce que son corps subissait et de ce qu'il risquait de ne pas surmonter. À midi le premier jour, alors que le soleil était au zénith et brûlait la peau et les yeux, Dan lui tendit de la viande séchée et du pain rassis, essayant de la nourrir, mais Astrid ne put rien avaler, la nausée violente, persistante et invalidante qui la tourmentait depuis des semaines s'étant intensifiée avec le mouvement au point où tout avait une odeur et un goût répugnants, métalliques, son corps rejetant même les nécessités vitales de la nutrition comme s'il s'agissait de poisons violents. Elle s'assit à l'ombre maigre d'un chêne rabougri, épuisée, respirant difficilement par la bouche pour éviter les odeurs qui soulevaient son cœur, et dit à Dan qu'elle avait juste besoin de ne pas vomir pendant 5 minutes pour reprendre ses esprits, ce à quoi il répondit en s'accroupissant près d'elle, silencieux, sans la toucher pour ne pas l'oppresser, mais en étant simplement, totalement et fidèlement présent. Il tenta de la rassurer en parlant du docteur Harrison à Billings, un homme légendaire, presque mythique, qui avait accouché des cas désespérés dans les hôpitaux de campagne sanglants pendant la guerre civile et vu des horreurs que la plupart des médecins ignorent dans leurs cabinets feutrés et propres, affirmant avec une ferveur désespérée que si quelqu'un sur cette terre pouvait l'aider à traverser cette tempête, c'était lui. Il laissa planer la question tacite, lourde et terrifiante de ce qui se passerait s'il échouait lui aussi, ajoutant sans grande conviction qu'il trouverait alors quelqu'un d'autre, qu'ils iraient plus loin, jusqu'au bout du monde, jusqu'à New York s'il le fallait, mais ils savaient tous deux au fond d'eux-mêmes qu'il existait peu de médecins, voire aucun, capables de comprendre et de sauver un corps comme celui d'Astrid, un corps qui brisait toutes les règles établies, tous les manuels de l'anatomie féminine standard. La nuit tomba, dure, froide et immense, couvrant le monde d'un manteau d'étoiles indifférentes et lointaines, et ils campèrent près d'un ruisseau dont l'eau chantait doucement sur les pierres, où Dan alluma un feu protecteur contre le froid mordant et les prédateurs pendant qu'Astrid, enveloppée dans une couverture de laine rêche, sentait le bébé bouger, de petits battements de vie insistants, vigoureux et inconscients du danger qui défiait la science et la logique. Dans l'obscurité, Dan osa lui demander d'une voix tremblante, presque inaudible, rongée par le doute, si elle le détestait, et après un long silence lourd de sens rythmé par le crépitement du feu et le ululement d'une chouette solitaire, elle répondit avec une honnêteté désarmante et brutale qu'elle ne savait pas. Elle expliqua avec une lucidité douloureuse qu'elle voudrait le détester, qu'elle voudrait le haïr pour se simplifier la vie, pour avoir un coupable et canaliser sa douleur vers une cible précise, mais qu'elle se souvenait avec nostalgie et tendresse de la période où il l'avait traitée en égal, comme une véritable partenaire de travail et de vie, sans jamais lui faire sentir qu'elle était anormale, trop grande, monstrueuse ou inadaptée. Elle ajouta cependant, avec une pointe de cruauté nécessaire et réaliste, qu'elle se souvenait aussi parfaitement, avec une clarté cristalline, de la nuit où il avait utilisé sa vulnérabilité médicale contre elle, ne sachant plus laquelle des deux versions de lui était la vraie, l'homme bon, juste et respectueux ou l'égoïste manipulateur et faible, ce à quoi Dan répondit tristement, la tête basse, que les deux étaient réels, que l'être humain est une créature complexe, contradictoire et imparfaite capable du meilleur comme du pire, parfois dans le même instant de faiblesse, de désir et de désespoir. Astrid s'allongea sous le vaste ciel étoilé du Montana, se sentant minuscule, insignifiante face à l'univers infini, et exigea qu'il ne promette rien qu'il ne puisse tenir, mais que si elle mourait en donnant la vie, si elle ne survivait pas à cette épreuve, et que le bébé vivait, il n'élève pas cet enfant dans la culpabilité, le remords ni ne lui fasse porter le poids écrasant de leur passé tragique et de ses erreurs à lui. Dan, la voix étranglée par l'émotion et les larmes retenues qui brûlaient ses yeux, refusa catégoriquement, violemment et avec une énergie farouche d'envisager sa mort et jura qu'il déchirerait le monde de ses mains nues, qu'il combattrait la mort elle-même, qu'il ferait un pacte avec le diable s'il le fallait, avant de laisser cela arriver à cause de lui. Le deuxième jour fut un calvaire absolu, une torture et interminable, le dos d'Astrid hurlant de douleur à chaque pas du cheval, ses vertèbres semblant se tasser, et ses hanches la torturant comme si elles allaient se briser, se disloquer et s'ouvrir, son corps manquant d'espace interne pour la vie impossible qui grandissait en lui, poussait ses organes vitaux contre ses côtes et l'empêchait de respirer, mais elle refusa obstinément, avec une volonté de faire, de s'arrêter pour se reposer. Serrant les dents jusqu'à s'en faire mal, jusqu'à sentir le goût du sang, et continuant à avancer malgré l'impression vertigineuse et terrifiante que chaque kilomètre, chaque mètre, chaque pas pourrait être le dernier de son existence.
Ils arrivèrent enfin à Billings au coucher du soleil du 3e jour, épuisés, couverts de poussière, assoiffés et à bout de nerfs, découvrant une ville plus grande, plus bruyante et plus animée que prévu, avec de vrais bâtiments en briques, des commerces et de vraies rues, où les passants, les citadins, dévisageaient avec une curiosité malsaine, insistante et impolie cette femme enceinte à la carrure de géante, comme si elle était une bête de foire échappée d'un cirque, mais Dan les ignora. Superbement, avec mépris, pour se diriger droit vers la maison soignée, propre et rassurante indiquant le cabinet du docteur Marcus Harrison, médecine et chirurgie. Il aida Astrid à descendre de cheval, elle qui tenait à peine debout après cette épreuve surhumaine, ses jambes tremblant sous son poids et la douleur, prêtes à s'effondrer, et ils furent accueillis par un homme grisonnant, austère mais au regard perçant et intelligent qui reconnut immédiatement, sans avoir besoin de demander, sans un mot, la femme du télégramme, celle que la médecine européenne et les lettres qu'il avait reçues disaient incapables de concevoir. Le docteur Harrison les fit entrer, déterminé à relever ce défi médical, disant avec un pragmatisme rassurant et sans fausse pitié qu'ils allaient voir s'ils pouvaient la garder en vie assez longtemps pour prouver que tous les sceptiques, les pessimistes et la mort elle-même avaient tort. Dans sa salle d'examen imprégnée d'odeurs médicales fortes, piquantes d'acide carbolique, d'éther et de vieux cuir, il palpa le ventre d'Astrid avec une expression neutre, concentrée et professionnelle qui l'effrayait davantage que l'inquiétude visible ne l'aurait fait, car son silence, long et pesant, était lourd de diagnostics potentiels et de mauvaises nouvelles. Après avoir posé des questions précises, techniques sur le terme de la grossesse, les symptômes et les diagnostics précédents qu'Astrid récita machinalement, d'une voix blanche, comme une leçon apprise par cœur à force de l'entendre répéter par tant de spécialistes, mentionnant le bassin étroit, la musculature et les hormones, et après avoir écouté son cœur battre et ses poumons respirer avec son stéthoscope froid, il demanda à Astrid de se rhabiller pour qu'ils puissent discuter sérieusement. Dans son bureau, une phrase qui tomba dans la pièce silencieuse comme un couperet, une lame de guillotine annonçant une sentence de tribunal. Dans son bureau rempli de livres savants aux titres intimidants, de bocaux et de schémas anatomiques effrayants montrant des corps ouverts, le docteur choisit l'honnêteté brutale, directe, sans édulcorant ni faux espoir, confirmant que les médecins suédois avaient raison sur les risques majeurs, mortels, liés à son bassin trop étroit et à sa musculature trop puissante, trop masculine, qui pourrait empêcher l'accouchement naturel en ne se relâchant pas au moment critique, transformant la naissance en piège mortel. Quand Astrid conclut fatalement, platement et sans émotion apparente qu'elle allait donc mourir, Harrison la corrigea fermement, la regardant dans les yeux avec bienveillance mais une autorité absolue, en disant qu'il y avait des risques sérieux, immenses, certes, mais qu'il avait vu des femmes survivre à pire, à des blessures et des conditions impossibles, par pure volonté de vivre dans les hôpitaux de guerre, et que la véritable question n'était pas la possibilité médicale théorique, mais de savoir si elle était prête à se battre de toutes ses forces, au-delà de la douleur, de la peur et de l'épuisement. Il l'avertit sans détour que les 4 prochains mois seraient une torture physique et mentale, une épreuve de chaque instant, que son corps lutterait contre lui-même pour faire de la place à l'enfant et que l'accouchement serait une épreuve de douleur et de peur extrême, une bataille rangée, lui offrant même la possibilité, à voix basse et respectueuse, de mettre fin à la grossesse maintenant, tout de suite, sans jugement moral de sa part, comprenant la cruauté et l'injustice de la situation. Astrid, sentant Dan à côté d'elle vouloir intervenir pour protester, pour la défendre ou pour prendre la décision à sa place, lui serra la main fermement, jusqu'à lui faire mal, pour le faire taire car c'était son choix, son corps, sa vie, son risque et sa décision ultime, et demanda simplement, courageusement et calmement comment améliorer ses chances de survie. Le médecin sourit légèrement, impressionné, et prescrivit un régime strict, draconien et non négociable, repos total et absolu au lit, immobilité quasi complète, interdiction formelle de travailler, de bouger ou de monter à cheval, obligation de rester à Billings sous sa surveillance constante et journalière pour le dernier mois, de manger de force, de se gaver même si elle devait vomir, pour nourrir l'enfant et prendre des forces, et d'accepter toute l'aide disponible sans orgueil mal placé. Qui pourrait la tuer plus sûrement que la maladie? Lorsqu'elle demanda ses chances de survie chiffrées, précises, si elle obéissait à tout cela à la lettre, le médecin annonça honnêtement 50%, une chance sur 2, peut-être 60 avec beaucoup de chance, de prière et si aucun imprévu ne survenait, des chiffres qui frappèrent Astrid de plein fouet comme une gifle physique, violente, mais qu'elle accueillit finalement avec un soulagement inattendu, paradoxal et presque dément, réalisant que c'était mieux, infiniment mieux que la certitude absolue de la mort et le 0% qu'elle avait la veille dans son esprit. Elle expliqua à un Dan bouleversé, en larmes et tremblant, que peut-être, ce 50%, cette pièce jetée en l'air, était un espoir qu'elle n'avait pas auparavant, une bouée de sauvetage inespérée dans un océan de désespoir,
et le médecin confirma avec sagesse et expérience que l'espoir était un outil médical puissant, parfois plus efficace que les médicaments et les scalpels pour maintenir la vie. Ils s'installèrent dans une petite chambre de pension louée par Dan, modeste, étroite mais propre, et Astrid, épuisée au-delà de toute mesure, le corps et l'esprit vides, s'effondra sur le lit tandis que Dan s'excusait encore et encore, comme un disque rayé, pour ses côtes de 50-50 causées par son erreur, se maudissant pour son manque de contrôle, mais Astrid lui rappela avec philosophie et fatigue qu'il ne pouvait que gérer la réalité présente, l'ici et maintenant, qui lui offrait une chance, aussi mince soit-elle. Dan jura avec ferveur, les mains tremblantes, de prendre soin d'elle quoi qu'il en coûte, de travailler jour et nuit, de faire n'importe quel métier pour payer les soins, et Astrid plaisanta sombrement, avec un humour noir pour détendre l'atmosphère tendue et mortelle, en disant qu'elle le hanterait s'il échouait, avant de lui rappeler sérieusement, gravement, qu'on ne choisit pas ses conséquences, seulement la façon dont on les affronte avec dignité et courage. Les 4 mois suivants passèrent avec une lenteur exaspérante, gluante, chaque jour ressemblant à une éternité de douleur, d'attente et d'ennui, Astrid confinée dans sa chambre qui semblait rétrécir de jour en jour comme une cellule de prison, fixant le plafond, tandis que Dan travaillait dur en ville, acceptant n'importe quel labeur, le plus ingrat, pour payer les frais médicaux et le loyer, rentrant chaque soir épuisée avec de la nourriture qu'elle se forçait à avaler, bouchée après bouchée. Pour le bien du bébé qui grandissait et puisait dans ses réserves. Son corps changeait de manière effrayante, spectaculaire et grotesque, la douleur dans ses os, ses articulations et ses ligaments étaient constantes, lancinantes, et bien qu'elle crût mourir certaines nuits de douleur pure et de peur panique en sentant ses os craquer, elle se réveillait toujours vivante au matin, surprise par sa propre résilience, par sa propre force et la ténacité de la vie en elle. Le docteur Harrison, de plus en plus surpris, presque incrédule par sa force lors de ses visites régulières où il écoutait les 2 cœurs battre en rythme, lui dit qu'elle était plus forte qu'il ne le pensait, une véritable force de la nature, un phénomène, même si elle se sentait déchirée, écartelée de l'intérieur par cette vie vorace, décrivant la naissance à venir comme un acte violent, sauvage et miraculeux. Le travail, l'accouchement tant redouté, commença finalement un mardi matin de printemps, alors que la neige fondait, avec une douleur fulgurante qui lui coupa le souffle, la plia en deux et la rupture des os, et les 12 heures qui suivirent furent un véritable enfer sur terre, une agonie où son corps luttait contre des muscles trop tendus, trop puissants qui refusaient de s'ouvrir et des os réticents à laisser passer la vie. Dan resta à ses côtés, inébranlable comme un roc au milieu de la tempête, palme et solide, lui tenant la main, lui essuyant le front et lui rappelant sa force légendaire, son histoire, lorsqu'elle voulait abandonner, hurler et se laisser glisser dans la mort pour échapper à la souffrance insupportable, lui disant qu'elle avait survécu à l'impossible toute sa vie, à l'exil, au rejet, à la solitude, et qu'elle pouvait faire cela aussi. Au moment critique, suprême, alors que le médecin, couvert de sueur et de sang, annonçait voir la tête mais que les forces d'Astrid l'abandonnaient totalement, qu'elle sombrait, elle puisa dans ses ultimes ressources, dans une énergie qu'elle ignorait posséder, une force animale et ancienne, et poussa une dernière fois avec un cri inhumain, donnant naissance à une petite fille en bonne santé qui vint au monde en hurlant sa vie et sa fureur d'exister. Astrid s'effondra, sa vision se brouillant, devenant noire alors qu'elle perdait beaucoup de sang, entendant la voix paniquée, lointaine de Dan crier son nom avant de sombrer dans l'inconscience totale, le noir absolu et le silence. Elle se réveilla plus tard, beaucoup plus tard, dans la lumière dorée et douce de l'après-midi, le corps brisé, meurtri, douloureux comme passé sous un train, mais miraculeusement vivante, respirant, et vide Dan assis près d'elle, les yeux rouges, tenant leur fille avec une délicatesse infinie, comme s'ils tenaient du verre, et pleurant de soulagement, de joie et d'épuisement en lui annonçant qu'elles avaient survécu toutes les deux, bien que cela ait été très juste, qu'elle ait failli y rester. Que la mort avait rôdé dans la pièce. Astrid prit le bébé, si léger, si petit, si parfait, si chaud, dans ses bras tremblants et faibles, contemplant ce miracle absolu, incompréhensible que son corps, inapte, trop grand et monstrueux, avait créé contre toute attente médicale et statistique, et Dan remarqua avec tendresse et amour qu'elle avait ses yeux, son regard, tandis qu'Astrid soulignait avec fierté, un sourire aux lèvres, son obstination à vivre et à crier. Après un moment de silence partagé, une communion silencieuse, profonde et sacrée, Dan s'excusa encore une fois, pour la dernière fois, jurant de passer le reste de sa vie, chaque jour, chaque heure, à être digne de sa survie, de son sacrifice et à être le père et le mari qu'elles méritaient toutes les deux. Astrid lui répondit doucement qu'il ne pouvait pas effacer le passé, les erreurs et la douleur, mais qu'il pouvait choisir son avenir, leurs avenirs, et lorsqu'il demanda comment appeler l'enfant, cette petite chose qui avait défié la mort, Astrid, réfléchissant à tout ce chemin parcouru, à la peur et à la victoire, proposa le nom de Hope, espoir, car c'était ce qu'elle incarnait plus que tout,
l'espoir fou que les corps peuvent accomplir l'impossible, que les gens peuvent changer, grandir et que les erreurs, même les plus graves, les plus terribles, peuvent mener à des miracles et à la vie. 3 semaines plus tard, ils reprirent la route du ranch, lentement, prudemment, Astrid transformée à jamais par l'épreuve, le corps marqué mais victorieux, et tenant Hope contre son cœur qui battait fort, avec à ses côtés un Dan qui essayait chaque jour d'être meilleur, plus attentif, plus doux et protecteur. En voyant leur maison au loin, petite silhouette familière dans l'immensité, Dan demanda si elle était prête à reprendre leur vie, et sentant sa force revenir jour après jour et l'avenir s'ouvrir devant eux comme les plaines immenses et infinies du Montana sous le grand ciel bleu, Astrid répondit oui, simplement oui, car elle avait survécu à l'impossible, prouvé que les médecins, les experts et le destin avaient tort et montré que son corps, jugé trop grand, inadéquat et stérile, avait accompli exactement, parfaitement ce qu'il devait faire, ce qui valait tous les sacrifices, toutes les douleurs et toutes les peurs du monde. Si cette histoire vous a touché au plus profond de votre âme, si elle a fait vibrer une corde sensible en vous et vous a rappelé que nos corps, nos esprits et nos cœurs sont capables de bien plus qu'on ne le prétend, qu'on ne le croit, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de nos futures histoires, activez les notifications pour d'autres récits inspirants de résilience, de courage et d'amour, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué, le plus ému dans le parcours incroyable et héroïque d'Astrid, et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre que leur force est réelle, que l'espoir existe. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez courageux, prenez soin de vous et souvenez-vous toujours que vous êtes capable de miracles insoupçonnés et que rien n'est jamais vraiment impossible.